Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Armada, le journal de 20 heures. Je suis très heureux d'être justement en direct avec vous ce soir, avec mon invité Eva Darlan. Donc une actrice, une productrice, une réalisatrice, un auteur, une autrice, une femme engagée. Notre chroniqueur Marion Gonzalez nous parlera de l'actualité du cinéma, les films de l'affiche de ce mercredi. On parlera de l'actualité du théâtre, les sorties et parutions littéraires. Et on se retrouve tout de suite avec mon invité Eva Darlan. Merci. Bonsoir Eva. Mais bonsoir Frédéric. Que du bonheur de te recevoir. Merci Ah, on se d'avoir tutoie? accepté cette invitation. Comme tu veux, vous, C'est trop tard. c'est trop tard. Mais oui, voilà. Oui, ça fait un bout de temps qu'on se connaît et qu'on se retrouve sur des salons du livre. En tout cas, tu es une personnalité, une belle personne, avec Je une ne sais pas. histoire que tu vas nous faire découvrir ce soir. Tu es une vraie Parisienne née à Saint-Germain-des-Prés, dans une famille modeste auprès d'une mère aimante. Mais quels souvenirs gardez-vous en fait précisément avec votre maman et aussi ce quartier Saint-Germain-des-Prés qui n'est pas le même aujourd'hui? Ah non, c'était incroyable. Mais Saint-Germain, nous, est-ce que je peux dire j'ai grandi dans la rue? Non, pas vraiment. Mais la rue était un prolongement de l'habitat. Et il n'y avait pas de code pour rentrer dans les immeubles. C'était un quartier, je pourrais dire, qui est peut-être équivalent maintenant à ce qu'était le 19e arrondissement de Paris. C'était un quartier très modeste, un quartier tellement modeste, tellement peu cher, que s'y retrouvaient les étudiants et tous les existentialistes qui n'avaient pas un rond. Sartre, Juliette Gréco, tout le mouvement littéraire d'après-guerre et philosophique. Et il y avait une sorte de simplicité. Alors, c'est pas une sorte, c'était une grande simplicité. C'était un quartier très populaire et un peu, oui, mais vraiment modeste. Il y avait les Beaux-Arts qui étaient encore là, maintenant ils n'y sont plus. Et il y avait des magasins où on achetait des bonbons à 1 centime. On jouait aux billes dans la rue. Il n'y avait pas de voiture. Il y en avait tellement peu. Il y avait des défilés des Beaux-Arts qui construisaient des chars toute l'année. C'était gai, c'était simple, c'était très Familial? familial. Très Ouais, familial, ouais, ouais. très familial. C'était formidable. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à quitter le quartier. Pas notre appartement, parce que on était entassés à 5 dans, je sais pas combien, 35, 40 mètres carrés, donc c'était compliqué, quoi. Oui, il Euh, faut se rappeler que vos parents étaient concierges. alors, mes deux grands-mères étaient concierges, et c'est parce qu'elles étaient concierges qu'elles ont pu trouver un appartement enfin, un appartement, je sais pas, qui était possible peut-être au moment de la naissance de mon frère aîné, puis ensuite la naissance du deuxième, du troisième, et puis moi, non, c'était pas possible, quoi. Il fallait. Donc on a déménagé, je devais avoir une dizaine d'années, on est allé en banlieue, et là j'ai commencé à respirer un peu. Parce que j'avais pas de chambre chez mes parents. J'avais pas de chambre. Ouais. Non, on était trop nombreux. Je dormais dans quoi? Le salon? On peut pas dire le salon. C'était un passage. Un passage de la salle à manger aux Ouais. chambres de mes parents et de mes frères. Et moi, j'étais là dans un coin, voilà. Donc, c'était bien d'avoir ma chambre à moi quand on a déménagé. C'était pas mal. Se retrouver soi-même. Et Se protéger surtout. sur se protéger, exactement. Donc très jeune, vous suivez des cours de théâtre au cours Simon, puis les études théâtrales à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. C'est une évidence de suivre ces cours, exactement, après cette jeunesse pas si facile. Très Eh jeune, ben, vous avez été justement attiré par le théâtre. c'est pour ça, c'est parce qu'elle n'était pas facile que je voulais vivre autre chose et ailleurs. Et que la seule échappatoire, Je- c'était d'être quelqu'un d'autre ailleurs, dans un autre monde,
voilà, de la fantaisie, des inventions, de la création. Il y avait à Saint-Germain, sur le trajet de l'école, il y avait la place Furstenberg, qui est une des places les plus chères au monde maintenant, sur la place Furstenberg, où il y avait la paroisse, il y avait les activités du jeudi pour les enfants. Enfin, c'était quelque chose de très... C'était paroissial, hein, la place Furstenberg. Eh bien, il y avait de temps en temps des compagnies qui venaient jouer de la Commedia dell'arte, voilà, qui venaient improviser, et j'étais absolument éblouie et émerveillée de ce monde de fantaisie. Il y avait un mélange de théâtre, de spectacle. Ouais, c'était merveilleux, mais ils étaient sur la place, hein, c'était au chapeau. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils n'étaient pas payés par la mairie de Paris. Hein. C'était au chapeau. Après... Vous l'aimez, Eva, vous l'aimez, le Saint-Germain d'aujourd'hui? Non, je le déteste. Ils m'ont volé mon Saint-Germain. Ah non, c'est affreux. C'est le marché du Temple. C'est terrible. Non, c'est terrible, c'est affreux. Comme d'autres quartiers, comme d'autres quartiers dans Paris. Oui, mais je crois que c'est le quartier le plus de droite de Paris, plus que le 16e. Parce que dans le 16e, il y a des mélanges. Il y a les 6e étages, oui, avec les chambres de bonne, avec des jeunes, avec des gens très simples et tout ça. Tandis qu'à Saint-Germain, non, il n'y a pas ça. Donc, je crois que c'est le quartier le plus à droite. Et comme ça se voit, il y a du pognon partout. Tout est... Bling-bling. Tout est déglingué, quoi. Un peu bobo écolo? Non, je ne crois pas que ce soit bobo. Je crois que c'est vraiment putain de pognon, quoi. Pognon. Oui. Les bobos, ils ont une histoire de vouloir vivre. Par exemple, on transforme les objets, on les change de destination, on s'arrange avec ce qu'on peut aussi trouver dans la rue, mais dans des quartiers qu'on transforme. Moi, j'étais bobo. J'ai fait partie de créer le 11e arrondissement. J'étais dans le mouvement des gens qui ont investi le 11e arrondissement, la Bastille. Donc, je sais ce que c'est que d'être bobo. On arrive là, on trouve des ateliers de menuiserie et on dit « Waouh, c'est génial, je vais en faire... » Saint-Antoine, c'était un quartier magnifique. Oui. Je vais en faire mon salon. Allez, mais c'est plus ce que c'est. Ah bah non, c'est fini. Pareil, j'y ai habité justement dans le 11e, Faubourg Saint-Antoine. C'était magnifique, il y avait tous ces ateliers et on en est parti. Oui. En tout cas, Eva, votre premier café-théâtre humoristique féministe se joue pendant 7 ans au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris. C'est votre révélation qui vous ouvre une porte de cinéma. Mais quelle merveille, c'est les 3 Jeanne. Ouais, c'était un truc de dingue. On a mis 3 semaines. Moi, je venais de vivre, de m'ennuyer terriblement au Canada parce que j'ai adoré. Hein. Mais professionnellement, j'ai joué au théâtre, j'ai fait des films et tout ça. Mais bon, je suis revenue. Et on était 3 filles comme ça à revenir d'atmosphères différentes. Et on s'est 3 parcours différents. 3 parcours différents. Et on s'est jetés ensemble dans des improvisations. C'est la première fois que j'ai... Enfin, la première fois. Pas la première fois que j'ai écrit. Disons que j'ai écrit professionnellement, que j'ai gagné de l'argent avec mes écritures. C'était avec les Jeanne. Et tout Paris a vu les Jeanne. On a, de rien du tout, on est devenus en 3 semaines, quoi, les stars de Paris. Et comme on avait mis 3 semaines à faire le spectacle, à un moment, on n'a pas bien compris ce qui se passait, quoi. On était paumés, on n'avait pas un rond, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et comme le patron nous déclarait pas, mais il nous donnait du pognon, cash. Donc, on était en fin de semaine, on était le samedi soir avec plein d'argent cash. Et on jetait les billets en main, on se mettait en dessous, on prenait des pluies de billets comme ça. C'était incroyable. Et c'est vrai que c'est par les Jeanne et au moment des Jeanne que tous les réalisateurs sont venus et qu'ils ont... Voilà, j'ai eu cette chance-là. Ils sont tous venus. Tous ceux avec qui j'ai travaillé après sont venus dans les Jeanne, voir les Jeanne. Les 3 Jeanne, comment c'est né exactement, en fait, cette histoire? C'est né en rentrant Moi, je rentrais du Canada, une autre rentrait du désert, où elle avait passé 1 an à se balader dans le désert. Entre chaud et froid, il y a eu un tiède qui est arrivé. Pas mal. On s'est rencontrés parce qu'on cherchait à travailler, gagner de l'argent vite et bien. Et
on a formé une équipe de démonstratrices en chocolat, en produits de beauté. J'ai vendu des gants sur le trottoir du Bon Marché. Voilà, c'est des petits boulots. Oui. Mais on était une équipe. Et on a tellement rigolé ensemble qu'on s'est dit, allez, elle venait du théâtre, moi aussi je venais du théâtre. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose avec ça. On avait de la matière. Oui. Et puis on en avait vu déjà. Moi, je m'étais déjà fait casser la gueule par un mec. L'autre, elle s'était fait rouler dans la farine, dans le sable. Enfin bon, donc on avait de quoi dire. Et Dieu sait qu'on était jeunes. Hein. On avait 22 ans, 20, 22 ans, entre 20 et 25. Et on avait de la matière. Et donc, on a commencé à se raconter nos vies. On a tellement ri qu'on a dit que, voilà, on va leur offrir ça aux gens. Eh ben, c'était quand même un beau spectacle parce que ça a duré quand même 7 ans, cette aventure. Ouais. C'est ce qui vous a ouvert les portes du cinéma, Eva. Tout à fait. Et vous avez joué Anna dans un film, Une histoire simple, de Claude Sautet. Ah oui, je me souviens même plus de son nom. C'était Une histoire simple de Claude Sautet. Ouais. Très beau film. Ce rôle vous permet d'être nominé au César. Voilà. Vous étiez pour la meilleure actrice de second rôle. Comment avez-vous vécu cette première reconnaissance ? Pas très bien, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de jeunes espoirs. D'accord. Il y aurait eu des jeunes espoirs, je l'aurais eu. Là, c'était second rôle. Second rôle, j'étais en compétition avec des actrices confirmées qui étaient plus jeunes du tout. Oui. Comment voulez-vous que je l'aie ? Ben, c'était impossible. Il y avait Stéphane Audran quand même. C'était pas rien, Stéphane Audran. Donc je savais, en allant là-bas, je savais que je ne l'aurais pas, mais j'étais très heureuse d'avoir été désignée quand même. D'être nominée, c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà beaucoup. C'est comme si je l'avais eu un peu quand même. Et quand Stéphane Audran l'a eu, ben oui, c'était normal. C'était normal. Il y aurait eu des espoirs féminins, je l'aurais eu. C'est évident. Il faut se remettre en condition à l'époque, c'est pas du tout la même génération. Ça n'existait pas, non. Exactement. Vous jouez aux côtés de Romy Schneider, Claude Brasseur, Bruno Kremer. Vous partagez l'affiche de ces tels acteurs. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage, surtout avec Romy Schneider ? J'étais émerveillée. Comment elle était ? Touchante. Touchante ? Oui. Elle était blessée. Elle était mal tout le temps. Je ne sais pas. Moi, je suis la seule à la défendre de toutes les filles qu'il y avait là-bas. La plupart ne veulent même pas répondre aux interviews quand on parle de Romy Schneider. Parce qu'elle était très dure avec les femmes. Mais moi, j'ai compris tout de suite. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai compris qu'elle avait peur. Une sensibilité, et à la fois, elle était fragile. Oui, elle était en compétition immédiate avec les femmes. Oui. À l'arrivée, elle était déjà en compétition. Elle n'avait même pas ouvert la bouche que... Oui, alors soit elle vous aimait beaucoup, soit elle vous détestait, mais sans le montrer, enfin sans le dire. Elle était très animale, très, très instinctive comme ça. Et puis, elle était, je sais pas, moi, elle m'a bouleversée, cette femme. J'étais jeune, hein, pourtant. J'étais beaucoup plus jeune qu'elle, mais je sais pas, j'ai ressenti son désarroi, sa solitude. Je trouvais qu'elle était tout le temps triste. Elle buvait tellement. C'est pas normal. Elle était tellement belle, tellement merveilleuse. Quand elle arrivait le matin sur le tournage, elle était vraiment, elle marchait comme ça. Et on lui aurait dit, attends, Romy, va sur le marché t'acheter un truc sympa, quoi, que tu étais un peu d'allure, quoi. Elle passait au maquillage, coiffure et tout ça. Et quand elle arrivait sur le plateau, mais c'était une déesse. Une déesse. Une actrice formidable. Je pense que c'est, enfin, si je me trompe, une femme qui a vraiment souffert en amour. Et puis il y a aussi au décès de son fils. Ah oui, ça l'a... atroce. Ça, atroce. Perdre un enfant, c'est très dur. Mais dans ces circonstances-là. Tout à fait. Ouais, oui. Non, elle était... Mais je sais pas, elle avait peur de la concurrence, elle avait peur de tout. Et elle était... vraiment, il y avait une armée autour d'elle. On ne pouvait pas l'approcher, quoi. Pour l'approcher, il fallait ruser, passer à travers son mari, les producteurs, les réalisateurs, les machins, etc. C'était très compliqué. Mais je sais pas, moi, j'ai jamais lâché. Le jour où elle m'a bannie, je sais pas, elle m'a fait de la peine, quoi. Je n'ai pas eu mal pour moi, j'ai eu mal pour elle.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que François vient sur le plateau pour faire un article sur elle. Donc, toute la journée, machin, etc. Et le lendemain, ce qui sort dans François, c'est un article sur moi. Inverse. Pas aimé, hein. Elle n'a pas aimé, elle m'a plus jamais adressé la parole, ni un regard, ni rien. Et elle était tellement entière que elle avait avec vous les rapports qu'elle devait avoir dans le scénario, dans la scène de la journée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est-à-dire que si, avec Claude Brasseur, ça s'est très mal passé, le jour où il devait se battre, il n'arrivait pas à lui taper dessus, Claude. Il n'y arrivait pas parce que, enfin, il faisait semblant de lui taper dessus. Et à un moment, elle s'est énervée. Elle lui dit, mais t'es vraiment une couille molle, quoi. C'est normal que tu sois pas aussi connu que ton père. T'es nul, t'es n'importe quoi. Ton père, c'était quelqu'un, mais toi, t'es lamentable. Et là, paf, Claude, il s'est lâché et il lui a vraiment tapé dessus. Et c'est cette scène-là qui a été montée. Elle a toujours fait ça. Toujours, sur toutes les scènes auxquelles elle avait de la haine envers les gens, en fait, de ce qui lui arrivait. Je sais pas, je peux pas dire. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire qu'elle avait de la haine. Elle vivait sans trame, sans passoire. Elle vivait ce que le personnage aurait dû vivre, mais seulement le personnage, pas la personne. Et les deux n'étaient qu'une seule chose. Et je trouvais que c'était bouleversant, quoi. Enfin, je veux dire, il lui a vraiment cassé la gueule. Il l'a envoyé balader par terre. Elle a filé son collant. Il y avait des trous comme ça partout. Elle était dans un état. Et après, elle a fait, ah, tu vois. Oh, waouh. Et avec moi, ça a été pareil. Ça a été pareil. Il y a eu des scènes où elle manipulait, mais elle manipulait pas consciemment du tout. Elle était déjà avec Alain Delon ou pas? Oh, ben ça fait longtemps qu'ils n'étaient plus ensemble. Non, elle était mariée avec Biasini. Oui. Elle était mariée avec Biasini et je crois qu'elle... Oui, il y avait sa fille qui est une si jolie actrice. Et une très bonne écrivaine aussi, parce qu'elle j'ai eu la chance de rencontrer, qui est une femme adorable. Elle est merveilleuse, oui, elle est c'est une très bonne actrice. C'est vrai que c'est une autrice formidable. Elle a écrit un très joli livre sur son enfant et sa mère. Enfin, tout à fait. Très joli. Donc un souvenir un peu... Non, un souvenir merveilleux. Merveilleux, avec Romy quand même. Mais oui. Voilà. Ah mais oui, non, mais j'ai adoré cette femme. C'était intéressant. Oui, sauf qu'elle était malheureuse à la fois. En fait. Elle était fragile, très fragile. Mais quand je ne tournais pas, je venais quand même sur le plateau, je me mettais dans un coin, je prenais un cube, je me mettais dans un coin et je regardais. Quelle actrice, mais quelle actrice. Il y avait une scène où elle devait, avec Madeleine Robinson, où elle parlait de son père, je ne sais plus la phrase exactement. Et elle disait... oui, je me souviens quand papa nous laissait le soir et elle pleure. Et Sautet, qui était très, très colérique, qui était merveilleux, mais colérique. Ah mais non, c'est pas ça, tu viens de pleurer sur papa, mais non, je veux pas, je veux que tu pleures un soir. Ah oui, mais non, mais te fâche pas, je vais le faire, Je dis, c'est pas possible, je ne peux pas le faire. Bah, elle a fait, je me souviens, le soir, et elle s'est mise à pleurer sur soir, et non pas quelques mots plus tard sur papa. C'était incroyable, quoi. Qui est-ce qui peut faire ça? Elle était tellement belle. Jamais aucune actrice ne lui est arrivée à la cheville depuis. Oui. Jamais aucune. Alors, on parlait justement de réalisateurs, on parlait justement avec Claude Sautet. Vous tournez avec des grands réalisateurs. Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Mocky, Yves Boisset, Jean-Michel Ribes. Mais quel merveilleux parcours avec tous ces grands réalisateurs. Meilleur souvenir, le plus marquant? Godard. Ah oui. C'était tellement incroyable. Il avait toutes les qualités et tous les défauts en même temps. Pouf, tout ça en même temps dans le même sac. Il secouait. Des fois, il était injuste. Des fois, il était très bienveillant. Des fois, il était... voilà, il y avait tout.
Il me plaisait, ce mec, mais incroyable. Il était tellement intelligent, tellement atypique. Et encore une fois, j'étais la seule à le trouver, à être mais fascinée par lui. Dominique Lavanant l'a haï, qui avait Villeray, il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Et cela dit, moi non plus, je ne comprenais pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quelle C'est pas scène grave. de ménage. Je faisais ce qu'il me disait. Oui. C'est pas grave. Et j'ai adoré ce mec, je l'ai adoré. Puis je peux vous dire, rubis sur l'ongle, hein, je veux dire, il ne discutait pas un contrat. Vous choisissiez vos vêtements, il vous les offrait. Voilà, c'était... Généreux. Ah ouais, j'ai trouvé généreux, sûrement très radin, puisqu'il était tout en même temps. Il était comment dire, complet. Ouais, voilà. oui, c'est ça. Et Jean-Pierre Mocky. Je l'ai détesté. D'accord. Ça, c'est très, Son très mal. caractère très Je le fusionnel. trouve dégueulasse. Et puis sale. Et Claude Lelouch. Ah, ben Claude, C'est un amour. Ah ouais, mais c'est un... Est-ce qu'on peut dire c'est un visionnaire? Je sais pas, mais c'est un mec qui est pas là, quoi. Il est tout le temps dans son monde, dans sa création, voilà, il y a que ça qui lui plaît, qui l'intéresse. Quand il vous regarde, Il a tout de suite compris le personnage. Il a compris, oui, c'est ça. voilà. Il se dit, tiens, comment je vais pouvoir utiliser ça? Oui, non, pas aujourd'hui. Ah oui, peut-être demain. Ah non, mais il est merveilleux. Il est merveilleux. Ouais, il est dans sa bulle. Je crois qu'il faut. Je sais pas. Moi, il est dans sa bulle, mais il est d'une ouverture parce que je me souviens très bien. Bon, j'ai interviewé Valérie Perrin, sa femme. Ah oui, qui est merveilleuse. Qui est merveilleuse. Oh là là. Valérie, si tu nous regardes et tu nous entends, en tout cas, on t'embrasse très très fort avec ces livres qui sont formidables. Et justement, j'avais fait une surprise à Valérie, mais j'ai eu avec Claude à Deauville. C'était la première fois que je l'interviewais. Après, je l'interviewais ailleurs, mais c'était la première fois à Deauville. Et il me dit, mets-toi là, tu vois, l'angle est beaucoup mieux. Mais non. Et j'ai trouvé ça génial. Et il y avait le cadreur et qui me dit, ben, il a rien dit, il a suivi le mouvement. Ah et oui, c'était génial. Drôle, hein. C'était beau. C'était vraiment, ça m'étonne pas. C'était quelqu'un qui transmettait, qui te pendait. Il vit que comme ça. Il vit avec une caméra à la place du cerveau, quoi. Ah oui. Ah oui, oui. Il est une présence énorme. Ah oui, oui. Il est beau, hein. Et c'est un homme charmant. Il est charmant, il est beau, voilà. talentueux. Alors, on va continuer dans les années Claude. 80. Claude, on t'embrasse. Dans les années 80, vous apparaissez dans les émissions de télévision des séries humoristiques réalisées par Jean-Michel Ribes. Merci Bernard, suivi de Palace. Vous êtes une inspiratrice en fait de Jean-Michel Ribes. Là, Jean-Michel, c'est tout un bon souvenir aussi. Écoutez, on a quelques années de très bons souvenirs et puis après, chacun a pris sa route. Mais Merci Bernard était une aventure de groupe. Oui, parce vous partagé l'affiche en fait avec Tony Marshall, Roland Giraud, Jacques Villeray, Patrice Lecomte, Jean Carmet, Valérie Lemercier, Jacqueline Maillan. Oui, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Laurent Gamelon, oui. Franck de la Personne. Enfin bref, la fiction se succède, mais c'est un endroit, c'était magique en fait, et surtout avec Jacqueline Maillan. Alors, j'ai pas tourné avec Jacqueline Maillan parce que c'était un sketch. Elle était dans la cuisine, je crois. Je sais pas. Enfin, on n'a pas tourné en même temps. Moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord une immense fraternité et sororité dans Merci Bernard, parce que on tournait loin de Paris, dans des studios. Un producteur qui avait pas trop d'argent nous a dit bah oui, mais c'est à une condition, c'est que faut que ça soit là. Faut que ce soit là. Donc on a dit d'accord. Donc il y avait un ramassage scolaire tous les matins et on tournait pas, tout le monde y allait. Hein. Oui. On était obligé d'y aller. Donc il y a eu une espèce de... Ça, c'était pour Merci Bernard. Ça, c'est pour Merci Bernard. Une espèce d'émulation, d'échange, d'atmosphère familiale, complice, de salmôme, d'ados en vacances. Tout le monde couchait avec tout le monde, sans histoire, sans problème. On écrivait tous ensemble. Et là, vous me direz les noms après. On écrivait ensemble. C'était une fine équipe, c'était une merveilleux. histoire de famille. Hein. Ouais, c'était merveilleux. Il n'y avait pas de hiérarchie. Voilà. Oui, même s'il y avait des titres. C'était la colo. Voilà, c'était la colo. Ouais. Palace, pas le Club Med. Non. C'est pas pareil. Ouais. Oh, c'était la colo. Par contre, Palace, c'était pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. L'ambiance n'était pas la même. Pas du tout. Parce qu'on était payé au mois dans Merci Bernard.
D'accord. Donc, on était obligé d'être là tous les jours si on voulait être payé. Tandis que dans Palace, on était payé à la journée. Oui. On était payé quand on y allait seulement. Donc, les gens, on les voyait. Ah, salut, t'es là aujourd'hui. Ah non, tu t'en vas. Bon, ben, au revoir, à la prochaine. On n'a pas beaucoup fraternisé tous. C'est un petit peu comme les sitcoms avec AB Productions. Ouais, c'est C'était comme un plus, moi, tournage c'était- normal. Voilà, tout à fait. T'as le cachet du jour. Voilà. Voilà, t'as le Donc, cachet du jour. c'était beaucoup moins intéressant. Puis, c'est devenu Hollywood. Enfin, on avait tout un studio à Boulogne-Billancourt et sur plusieurs étages. Et un étage, il y avait les auteurs. Puis alors, les auteurs, fallait pas rentrer. Hein. C'était que des mecs. Le cigare, la bibine, le machin et tout ça. Il fallait pas rentrer. Hein. Il y avait un étage costume, il y avait un étage administration, il y avait un étage cantine. C'était incroyable. Et malheureusement, il a fallu détruire ça parce que il y a eu des changements de direction à la télévision et ils nous ont demandé d'attendre pour qu'ils prennent leur décision, savoir si on continuait Palace ou pas. Et puis le producteur a dit, vous êtes bien gentil, ça fait 6 mois que le studio ne tourne pas, donc j'arrête. On a détruit les décors de Ouais. théâtre, de cinéma. Ouais. Tout a été C'est détruit. une perte terrible. Quoi. C'est vraiment. Ça a été Oui. bien rattrapé par les nuls quand même, hein. Ils ont tout repris. Ils hein. ont repris quand même. Bah, Donc au moins, il y a eu. Non, quand non, même ils ont repris la structure, la création, l'écriture, tout ça. Ils ont repris, quoi. Ils ont repris Mais d'une autre façon. mais Alors, d'une autre façon. Et donc en fait, et la suite, vous retrouvez ce genre oui, c'est vraiment humoristique, avec Fais pas ci, fais pas ça dans les années 2000. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Vous avez aimé cet humour. Oh, j'ai adoré. J'ai adoré. Et il y avait une atmosphère tellement gentille, tellement adorable. C'était tous mignons, quoi. On s'aimait beaucoup. C'était génial. C'était génial. Et c'était tellement drôle. Euh, euh, comment s'appelle. Vas-y, dis-moi le nom des acteurs. Roland J'allais dire Giraud, de Tony 40. Marshall, Mais non, Jacques ça, c'est Villeray. Palace. Ça, c'est Palace. Enfin bref, il y a, je sais pas, il y avait un tel lâcher prise, il fallait être plus ou moins à poil, il n'y avait pas de problème. Il fallait se porter les uns les autres sur le dos de l'un ou de l'autre, il n'y avait pas de problème. Fais pas ci, C'était, fais pas ça, c'est plus proche de Merci Bernard que de Palace. oui, beaucoup plus proche. Oui, Beaucoup beaucoup plus plus proche. proche. Il y a une atmosphère bon enfant. Et maintenant, ça serait maintenant, ça serait faisable. Fais pas ci, fais pas ça, je pense, oui. Oui. Oui, je pense. Demain, il vous rappelle, vous le faites. Ouais. J'arrive la première, je fais le café. Et avec quel acteur vous auriez voulu, vous auriez retourner en fait à cette époque-là, à la date d'aujourd'hui? Demain, ça serait avec qui de toutes ces personnalités? Euh, alors, vraiment, moi, j'ai eu deux partenaires au théâtre qui étaient absolument au théâtre, Mm. qui étaient absolument époustouflants. C'était Pierre Arditi et Jean-Michel Dupuis. Ça a été des partenaires, Magnifique. ah oui, exceptionnels, L'osmose partage. exceptionnels. C'est surtout que ils étaient à l'écoute et créatifs et ne trichant pas, étant vraiment, vraiment, vraiment avec vous. Euh, Avec Pierre Arditi, je proposais un truc tout doucement au début, tout doucement. Il montait par-dessus. Moi. Et Il y avait ça un- donnait des résultats de dingue. Il y avait De un dingue. échange. Avec Jean-Michel Dupuis, ça a été la même chose. On jouait l'avare. Et je faisais Frosine, il jouait l'avare. Et à force, donc c'était une scène de séduction, où à force, comme ça, je passais derrière lui, je lui mettais la main dans les cheveux. Et puis, on s'est retrouvés à ramper par terre tellement on était sans jamais dénaturer ni le texte, Ni le texte. ni la situation. C'est ça qui est fort. Et voilà, on inventait, on était vraiment en osmose totale. Et j'ai rencontré ça 2 fois avec ces gens-là, ces hommes-là. C'était très fort et Donc, magnifique. si Pierre voilà. Arditi revenait en disant Eva, on retourne sur scène, Ah ouais, c'était bien. ce serait avec plaisir. C'était bien. Ah ouais. Non, Pierre, il est merveilleux. Alors, on va parler cinéma. En 83, vous jouez avec Coluche dans Banzai, Oui. aux côtés de Valérie Mérès, Marthe Villalonga. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode avec Banzai et Coluche? Ben, c'était formidable parce qu'on a tourné à Hong Kong. Oui.
Et il y a eu aussi un épisode à New York et j'ai supplié qu'il m'emmène. Mais le personnage n'était pas là. Donc, non, non, c'était formidable. Ça ne correspondait pas du tout à mon genre de cinéma, du tout. C'était inattendu pour vous? Euh, oui, c'était inattendu que je le fasse. C'est pas attendu qu'on me le propose. Ben, on propose à plein de gens, et puis il Oui, y en a qui acceptent tout ça. Donc ça, c'est le métier. Mais que j'accepte, je n'aurais pas dû accepter dans ma ligne très fermé. très fermée, très exigeante, très. Si on rit, attention, ça doit être ce genre de rire et pas un genre et pas un autre genre et tout ça. Et donc j'ai fait Banzai. Claude Zidi est un mec, c'est un amour, c'est un amour. Il est absolument merveilleux. Il vous aime quoi. Voilà. Donc c'est bien, c'est très agréable. Il vous aime, il vous met en lumière, Il il vous vous aime, il écoute. vous met en lumière. Il a filmé mes jambes, je comprenais pas. Il filmait les jambes et il remontait comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et la scène est très jolie, quoi. Puis Non, avec Coluche, bah, avec Coluche, il allait pas bien, donc voilà, ça c'est une autre voilà, il partie. allait pas bien, donc c'était compliqué C'était compliqué. de connecter vraiment avec lui. Il était en bande de garçons, quoi. Ouais. Ouais, il Mais, était en plein mais divorce. le souvenir de Coluche avec justement la secrétaire que vous jouez, ça c'était génial. Ouais, mais c'était très sympa de jouer. Ah oui, de jouer avec lui, c'était très sympa. C'était très sympa. Mais on se connaissait déjà depuis longtemps, parce que puis moi j'habitais pas très loin de chez lui. On n'avait pas travaillé ensemble, mais on était de la même génération et du même, je sais pas, le café-théâtre, la débrouille, voilà. Il y a quand même une génération café-théâtre qu'il n'y a Oui, plus maintenant. Maintenant, c'est les réseaux. tout à fait. C'est ce Avant que nous, c'était les cabarets. Maintenant, ma génération, c'est les cafés-théâtres et maintenant, c'est les réseaux sociaux. Et dans les cafés-théâtres, on se connaissait tous, quoi. c'est ce que me disait Henri Guibé qui est venu Oui, dans mon émission. Il me dit voilà, c'était cette génération, on se connaissait tous ben au oui, café-théâtre. ben oui, ben oui. On vous a offert des rôles de drame d'extravagants. Enfin bref, en tout cas, il y a un film qui marque et qui a marqué beaucoup les Français. Juste une question d'amour en 2000. Réalisé par Christian Faure avec Cyril Touvelia et Stéphane Guérin-Tillier. Ça, c'est un beau message. Ce film. C'est-à-dire que dans nos métiers, on est tellement habitué à ce que les gens soient ce qu'ils sont, qu'il n'y a jamais, moi j'ai jamais vu aucun jugement sur les choix de partenaires sexuels des uns ou des autres, mais jamais, jamais. Ce qui fait que quand je suis arrivée à un âge avancé, puisque j'étais la mère Cyril. de Cyril Touvenin, Oui. j'étais la mère. Non, 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 j'étais la mère de Stéphane Guérin-Tillier. Voilà. Euh, je me suis dit, mais quand je lis le scénario, je dis, mais. Enfin, c'est l'histoire, faut dire quand même que c'est l'histoire de l'annonce de l'homosexualité aux parents. Voilà. Donc, les enfants qui annoncent aux parents qu'ils sont homo. Surtout un. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est pas un sujet. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire un film? C'est enfoncer des portes ouvertes. On n'en est plus là. C'est Eh quoi ben, ça? Je me suis trompée, mais alors. Donc on a tourné le film. Oui, ben oui, c'est normal. Oui, on le trouve. Oui, les deux garçons s'embrassent. Oui, bon, ben alors on dit nous ce soir. Voilà, ça me paraissait tellement normal et naturel que je ne comprenais pas bien l'engouement un peu de tout le monde pour ce sujet. Et le film sort très réussi par Christian Faure. tout à Très, fait. très réussi. Magnifique film. Ouais. Le film sort et là, je me suis pris une claque parce que on a reçu des tombereaux de lettres. Merci, merci, vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi. J'ai pu le regarder avec mes parents. Et même encore maintenant, moi je faisais une mère très merveilleuse, absolument merveilleuse, qui comprenait son enfant. Dans une jardinerie. Dans une jardinerie, Voilà. qui au début avait un petit peu le cœur serré à l'annonce, mais par amour pour son fils, acceptait tout. Tout. Et je suis devenue une sorte d'égérie des homos. Oui.
une sorte de mère fantasmée. Qui a accepté, qui comprenait, Ça m'a bouleversée, et toujours maintenant. À la suite de ça, j'ai rencontré les créateurs du refuge. Oui. Je les ai accompagnés pendant tout le temps où ils étaient au refuge. Et puis quand l'administration est devenue un petit peu trop, comment dire, happée par l'argent, ils sont partis et ils ont créé une autre association qui s'appelle Famille au Grand Cœur. Et ces garçons ont fait un travail remarquable. Et donc, moi, je me suis retrouvée à porter une parole que je croyais démodée. Mais non, Et c'est malheureusement non, fini, parce c'est que fou, on quoi. vit des choses. J'ai quelqu'un qui a voulu avoir un appartement et il Oh, arrive pour mais signer le contrat de l'appartement et l'agent lui dit vous allez être bien avec votre copine et il dit non non ce sera pour mon ami et moi il lui a retiré le mais contrat et il non, a déchiré le mais contrat. quelle ordure. Ça date de 98. Donc dans le film il était tout à fait dans l'ordre des De quoi? choses Ce que vous et racontez, c'était oui c'est 98. 98. Oui, Donc c'est en ça. 2000 Oui, quand le film est sorti il fallait oui. vraiment qu'il sorte. C'est vrai. Et quand même, il fallait vraiment qu'ils sortent. Et quand même, regardez ce qui se passe dans les rues. Comment les homos se font tabasser toujours maintenant. Alors justement, on va faire une parenthèse. Le sujet sur l'homosexualité, l'esclavage moderne, le suicide, l'anorexie, la discrimination, les sujets qui vous touchent, des sujets profonds qui restent d'actualité. Il faut Ouais, savoir que ça existe encore, oui. Le refuge a malheureusement. été créé par Nicolas Noguier et Frédéric Gall il y a longtemps. Et c'est devenu une fondation qui a été reprise par d'autres personnes. Et donc, Nicolas et Frédéric sont partis et ont créé une autre association qui s'appelle Famille au Grand Cœur, qui s'occupe d'accueillir des réfugiés homosexuels qui ont été torturés, qui ont été évidemment foutus à la porte par leurs parents. Mais là, ça prend d'autres tournures hein, quand ce sont des réfugiés et des immigrés. C'est des tortures, c'est de la prison, voilà. Donc, ils sont toujours à Montpellier et ils font un travail absolument dingue. Bravo et merci. Vous aimez pas, vous militez contre la violence faite aux femmes aussi. Cet engagement qui est important pour vous. L'homosexualité aussi. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la date d'aujourd'hui aux gens qui nous écoutent et les gens qui sont homophobes ou peut-être leur ouvrir l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez leur laisser comme message aujourd'hui? Oh là là, c'est une question compliquée. Euh, Vous savez, je crois que quand on est construit en disant je hais les homos, machin, etc., c'est pas une parole dans une radio qui peut faire changer les choses. Je pense qu'il y a effectivement, c'est long, c'est épuisant, c'est fatigant. Il faut s'impliquer. Il faut vraiment s'impliquer dans tout ce qui n'est pas digne. Ce n'est pas digne de détester les gens parce que ils aiment autre chose que ce que vous aimez. Ce n'est pas digne d'avoir le pouvoir sur une femme et de la violenter jusqu'à la mort. C'est indigne. Donc, ce n'est pas ce que je vais dire, c'est ce que je vais faire qui risque de changer les choses. Donc, on a fait avec d'autres, avec des associations, avec des personnes, avec des fémènes, on a fait tout ce qu'on a pu. On a sorti Jacqueline Sauvage de prison. On a réussi à le faire avec Hollande, bien évidemment. Heureusement, merci François. Représente-toi, s'il te plaît, François. Et on a accompagné Priscilla Majani, à qui on a retiré son enfant parce qu'elle dénonçait le père incestueux. Et dans ces cas-là, c'est la femme, toujours la femme qui est punie, qui se retrouve en prison. Tout ça est très compliqué. C'est un mélange c'est, pardon, hein, mais c'est le patriarcat. Quand un monde a été créé, construit euh, par des hommes pour seulement des hommes,
évidemment, tout ce qui n'est pas des hommes n'est pas intéressant. Tout ce qui n'est pas de la reproduction n'est pas intéressant. Les homosexuels, normalement, ne peuvent pas se reproduire. Donc, ils sont à bannir. Les femmes n'ont aucun intérêt, sauf celui de la reproduction. Donc, autant qu'on les enferme pour être bien sûr d'être le père de cet enfant. Voilà. Et puis qu'elle ne regarde pas ailleurs, sinon on la tue. Ah, ce monde a été créé par les hommes, pour les hommes. Comment voulez-vous il faut casser ça. Donc, petit à petit, ça s'effrite, mais pas plus que ça. Enfin, bref. Eva Darlan avec Nathalie Garçon, Grâce. Mes combats jusqu'à Jacqueline Sauvage, édition Plomb. Oui, justement, vous en parlez justement dans ce livre. Oui, absolument. C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment d'être engagée. C'est quelque chose que je suis comme ça. Je suis. Je ne suis pas. Je ne fais pas des radios comme la vôtre ou en disant bonjour, je suis féministe. Non, ça m'échappe. C'est comme ça. J'ai toujours. La preuve, les Jeannes. J'avais 20 ans. C'est un premier spectacle féministe. Pourquoi ? Parce que j'ai vu ma mère se faire casser la gueule moralement tout le temps. Donc, par des paroles aussi. Bien sûr, et puis l'argent. L'argent, oui. Et puis il faut savoir qu'il y a l'argent, il y a la violence physique, mais verbale. Mais bien sûr. Parce qu'une femme, ou même un homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font frapper. Oui, c'est entre 5 et 10%. Voilà. Mais il y en a aussi. Et il faut pas. Mais surtout, des fois, c'est violent, la parole, des fois aussi. Mais vous savez, même léger, enfin la parole, enfin mon père, quand il était à table, il prenait son couteau, il tapait sur le verre quand c'était pas servi assez vite. Il tapait sur son verre en disant qu'est-ce qu'elle fout. Qu'est-ce qu'elle fout la boniche, c'est ça? Je veux dire, c'est pas digne. C'est pas digne. C'est pas digne. Alors justement, vous investissez dans beaucoup aussi donc sur les femmes. Je pense que l'emprise ne commence pas avec les coups. L'emprise commence bien avant, le jour où vous rencontrez quelqu'un de tellement charmant, tellement merveilleux, tellement présent, et qui vous met sur un piédestal en disant « Toi, tu es la seule au monde qui, toi, mais qu'est-ce que j'ai attendu ? Comment ça se fait que je t'ai pas connu plus tôt ? Comment ça se fait, etc. » Et ça, c'est une petite drogue quand même. Je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. C'est une petite drogue, c'est-à-dire que vous êtes... Ça commence bien avant. Mais oui, ça commence là. Ils se préparent, c'est des prédateurs. Mais bien sûr, ça commence là. Et au fur et à mesure, et puis un jour, il y a un geste d'agacement comme ça. Et le lendemain, c'est « Oh non, mais je suis désolée, chérie, pardon, tu es toujours merveilleuse » et tout ça. Donc on oublie, on n'y fait pas attention. Ça ne compte pas. Et puis l'argent, il n'y a plus d'argent. Et puis il y a un geste un petit peu plus... Je me souviens, j'ai vécu 3 jours d'enfer, 3 jours et 3 nuits d'enfer, mais d'enfer à ne pas dormir, parce que j'avais quelqu'un à côté de moi qui me faisait des scènes sur scène pendant 3 jours et 3 nuits parce que j'avais acheté des tomates avec mon argent qu'il jugeait trop cher. Voilà. Cauchemar, mais un cauchemar. Je vais faire un peu d'humour. Moi, de la tomate, je lui aurais mis. C'était des toutes petites tomates cocktail en plus. Il avait les boules, les cerises. Bon, voilà, c'est... Et puis après, c'est pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, pardon. Puis de pardon en pardon, les moments se rétrécissent. Voilà. Et puis, voilà, ça cogne. Mais c'est spectaculaire de cogner. Et ça se voit vachement bien, mais... C'est vrai ce que vous dites, c'est les mots, on ne peut pas dire, regardez, il m'a fait mal là, il m'a fait mal à mon cœur, en me disant ça, en me rabaissant, en riant de moi devant les copains, etc. C'est compliqué. Moi, j'ai mis 1 an et demi avant que la police accepte de prendre ma plainte pour harcèlement psychologique. Et ça existait, on avait le droit, mais sauf que eux, ils n'étaient pas prêts. Les coups, oui, ils ont pris tout de suite en disant « Ah là là, la pauvre et tout ». Et puis le lendemain, je dis « Oui, mais il y a aussi le harcèlement psychologique et tout ça ». Il dit « Ah non, ça compte dans les coups, c'est pareil ». Donc ça a été un Ils ne font pas la différence. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. À la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement ? Toujours du pognon, avec une volonté des pouvoirs publics que ça s'arrête. Il faut de l'argent. Et vraiment, ce gouvernement-là, précisément celui-ci, plus que les autres, se ferme à toute négociation possible.
Il n'y a pas d'argent, donc il faut former les avocats, même les avocats. Oui. Il faut former la police, il faut former les magistrats à ce que c'est qu'une emprise, à ce que c'est que comment viennent les coups, à ce que c'est que être inféodé à quelqu'un, et aussi croire les femmes, bordel. Les croire. Quand il y en a une qui vient et qui dit voilà ce qui s'est passé, etc., la croire. Quel intérêt aurait une femme à venir se faire insulter, à venir se faire rouler dans la farine, à venir foutre sa vie en l'air parce qu'elle dénonce Et c'est surtout quelque chose. qu'il faut savoir que la femme, enfin l'être humain qui vient au commissariat porter plainte, enfin déjà rien que de venir, C'est très dur. très dur. Très, très dur. C'est le courage. C'est un courage énorme. Ouais. Et c'est là où il faut soutenir ces personnes. Ben oui, il faut les soutenir en les écoutant, en les croyant, en prenant la plainte. Ça y est, maintenant, ils n'ont plus le droit de ne pas prendre la plainte. Alors, ma fille qui a été harcelée par un mec, elle est allée au poste en disant, voilà, je viens pour porter plainte. Ils lui ont dit, écoutez, vous pouvez porter plainte, hein, on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Ça servira à rien. Ça servira à rien. Et puis, s'il le sait, lui, le mec, eh ben, il va être beaucoup plus violent avec vous. Hein. C'est vous qui allez en... Mais si vous voulez, on la prend. Hein. Mais bon, je sais que ça se terminera. Voilà. Voilà, nouvelle stratégie maintenant. Comme ils n'ont plus le droit de refuser des plaintes, ils prennent les plaintes, mais ils disent ça. Donc, sinon, faites la plainte par Internet. Alors ça me... Ah oui, c'est la pré-plainte. La pré-plainte, hein, voilà, la pré-plainte, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, justement, si c'est l'argent et il faut investir, il faut vraiment faire quelque chose. C'est une volonté. Hein. En Espagne, il y a une volonté que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté ça a baissé de 50%. Vous vous rendez compte? C'est encore trop, mais ça a baissé de 50%. Il y a des tribunaux, ce qu'on appelle des tribunaux spécialisés pour les femmes qui viennent porter plainte en Espagne. Et c'est ce qu'on demande ici. Mais même pas, ils rient quand ils entendent ça, quoi. Même pas. Ça ne peut pas rentrer dans leur cerveau. Vous imaginez Dupond-Moretti qui met des tribunaux dédiés aux femmes qui viennent porter plainte? Ça n'a rien à voir, mais ça se rejoint. C'est comme un accident de voiture. On va mettre un rond-point. On va mettre un rond-point parce que là, il y a eu 2 morts. Voilà. Ben là, en fait, ils attendent combien de morts, combien de violences, combien de suicides pour faire quelque chose. Là, je donne un petit peu mon avis, mais c'est vrai. Mais c'est important. Moi, je comprends tout à fait. Et justement, n'oubliez pas les gens. Il faut rappeler le 3919 aussi. Le 3919. Le 3919, qu'est-ce que ça apporte justement? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est très très bien, mais ça aide, ça ne résout pas. C'est le 3919. On vous guide dans ce que vous pouvez faire et dans ce que vous devez faire. Oui, et puis les gens peuvent aussi envoyer un SMS par le 114 aussi, et puis après il y a le 17. Mais déjà de 39, voilà, il faut que les gens puissent, enfin la personne qui est en souffrance, de prendre le téléphone, c'est pas toujours évident. Alors c'est comme le 115, hein, ça répond quand ça répond. Hein. Oui. C'est ça. Mais oui. Et ça a été une initiative formidable qui est soutenue par le gouvernement. Mais ça ne résout pas les choses. Ça dit simplement, alors vous êtes dans telle situation, vous pouvez faire telle et telle chose. Voilà. Mais ça ne prend pas en charge. Ça aide. C'est comme le CIDFF. Le CIDFF vous donne vos droits, ce à quoi vous avez droit et ce que vous pouvez faire. Après, faut le faire, c'est épuisant. Hein. Dans tout ça, il faut de l'argent, il faut investir et d'être écouté. C'est le plus important. Vous êtes aussi investi dans l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Oui, et puis ça commence, ça va peut-être passer. Là. Et là, voilà, je voulais en parler. Il y a Lynn Renaud, Jean-Luc Romero, il y a aussi notre humoriste... j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Bref, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour la dignité. Muriel Robin, voilà. Muriel Robin aussi, dans l'association Le droit de mourir dans la dignité. Vivement. Vivement, c'est assez joli d'ailleurs. Oui, vivement. Vivement que ça passe, ouais, c'est trop dur, quoi. C'est trop dur. Comment on peut accepter de voir les gens qu'on aime souffrir autant que ça sans intervenir. Mais au nom de quoi? Alors, il y a un électorat très,
très religieux, très catho, que ça, qu'il faut, il faut faire attention à ne pas le perdre. Donc c'est pour ça que pendant toutes ces années, c'était non, non, mais ça suffit comme ça. Et les gens mouraient de faim et de soif. Plus... oh, non, non, c'était affreux, c'était affreux. Et c'est toujours affreux. Donc oui, il faut légiférer, il faut qu'on ait le droit à l'avortement et le droit à mourir dans la dignité. Oui, le droit à l'euthanasie, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est important. En plus, il faut faire une lettre avant de prévoir pour le faire. Oui. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Mais là, je pense que la loi, c'est vrai que ça marquerait, enfin, au moins de mourir dans la dignité si ça passe. Je pense que ça va passer. Tout le monde s'accorde à dire que ça va passer. Oui. Ça va être long. Il prévoit 2 ans Mmh. pour, amener les gens à être, les amener petit à petit, utiliser les mots qu'il faut au moment où il faut, ce qu'a commencé à faire Macron. Il n'a pas parlé de suicide, de machin, etc. Il a commencé à dire, voilà. Et ça, il sait faire. Et J'aime bien. oui, Ça, il sait faire. ça, il sait faire. Oui. Ouais, ça va passer, c'est cool, c'est bien, c'est bien. Moi, il a fallu que je fasse ça avec ma mère avant l'enfer. Donc, au moment où elle est rentrée dans le coma, voilà, elle m'avait fait jurer de pas insister le jour où. Et elle est rentrée dans le coma et on aurait pu l'en sortir. Mais à quel prix? Oui. Pour trouver quoi? Oui. Pour trouver des douleurs atroces, pour trouver un enfer et tout ça. Donc, je l'ai laissé. Complètement déconnecté ou pas dans la réalité. Quoi? Même pas être dans la réalité, en fait, au réveil ou quoi que ce soit. Donc, Ouais, non, ouais. Non, 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 ça aurait été et proche de tellement votre maman. terriblement. Terriblement. Qu'est-ce que vous lui diriez si elle était là? Oh ben reste encore un peu. J'ai pas toutes les recettes de cuisine, ça va pas ça. Elle vous a pas transmis les recettes de cuisine? Si, oh, Si. je lui ai volé. Ah, Je lui ai volé parce que comme elle était espagnole et que elle était très, c'était très bizarre. Elle aimait pas l'Espagne parce qu'elle avait beaucoup souffert là-bas en étant enfant. La misère, c'était la misère, quoi. Et quand elle est arrivée en France, quand elles sont arrivées en France, sa mère et sa sœur, toutes les trois, elles ont dormi dans des gares. Enfin, moi, je viens d'une famille de tziganes, hein. Elle dormait dans des gares. Elle a eu son lit à elle. Elle avait 21 ans. Donc, voilà, la vie a été très dure pour elle quand elle a cru trouver un refuge avec mon père. C'était un refuge un peu violent, mais bon. Et tout ça pour dire quoi? Je sais même plus ce que je voulais dire par au début. rapport à votre justement, par rapport à votre mère, justement, qu'est-ce que vous lui diriez, justement? Reste Oui, encore oui, non, plus. oui, bah oui, elle est partie trop tôt. Elle vous envoie des petits messages? Oui. C'est bien ça. Oui, mais c'est parce que maintenant je demande et maintenant je les repère. C'est que avant j'étais dans le je trouvais ça absolument ridicule. Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien, mais ça me fait du bien. Des petits messages. Voilà. Ça tourne autour de l'immobilier parfois, autour des choix. Allez, on va reprendre la carrière. Vous avez repris les monologues du vagin avec Ever Hensler au théâtre Michel de Paris. Cette création date de 93 à Broadway. La première interprète fut Fanny Contenson. Vous avez succédé. Il y a eu Caroline Loeb que j'ai reçue aussi qui a fait. Alors ça, cette référence féministe contemporaine, magnifique, traduit en 46 langues, plus de 130 pays et toujours d'actualité. Alors je trouve que déjà il fallait pas l'appeler les monologues du vagin, mais les monologues de la vulve. D'accord. Parce que le vagin c'est intérieur. Et la vulve est C'est extérieure. extérieur. Et en fait, on parle beaucoup de... pourquoi est-ce qu'on parlerait que du vagin? Oui, mais est-ce que les gens auraient compris que c'était la vulve? Peut-être à ce moment-là pas. Oui, effectivement. Voilà. Peut-être à ce moment-là pas. Maintenant, oui, on en parle. On va maintenant. Voilà, maintenant, c'est trop. Calmez-vous les filles. C'est même à la fois peut-être vulgaire, non? Ça ne l'est Hard et bien plus. dit. Ouais, ça dépend comment c'est dit et par qui. Oui. Ouais. Avec légèreté. Oui, oui, c'est ça, Il y en a qui chantaient des chansons comme ça, ou
Euh, Il y avait une chanteuse comme ça, Colette Renard. Colette Renard. Colette Voilà, Renard, c'était drôle. c'était Ça. drôle. Oh oui, une Alors, coquine. et oui. Alors, donc, vous avez aimé jouer dans le. Mais on va rester jusqu'à 6 heures du Non, matin non, non, parce que non, je non, pas vois qu'il du y a tout. 25 Non, 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 pages non, non, pas du tout. encore. Vous avez aimé jouer dans les monologues du vagin. Alors. Ah bah oui, c'était. Mais j'ai aimé aussi faire mes spectacles qui étaient, je trouve, beaucoup mieux. Beaucoup que mieux. les monologues. Alors, justement, je voulais en parler. Cru et nu au Voilà. Festival d'Avignon. Vous adorez ce Festival d'Avignon. Oui, C'est oui, énorme, oui, le oui, nombre oui, d'acteurs, oui, actrices, oui, comédiennes oui, adorent ce festival. oui, Cru et nu à votre combat. Toutes les parties du corps sont évoquées, oui, traitées sans tabou, oui, avec beaucoup d'humour et vraiment dérision. ah oui. Comment c'est venu ce sujet grave qui vous tient à cœur toujours? Eh bien, comment c'est venu? Je voulais écrire parce que j'en avais marre de lire dans les magazines, il faut faire ci pour votre corps, il faut faire ça pour votre corps et tout ça. Et j'avais juste envie qu'on me foute la paix avec mon corps. Et j'ai pensé faire au début une photo de moi nue avec des flèches partout en disant trop de chocolat, lifting, bourrelet, foie gras ou je sais pas, des trucs comme ça. Et je me suis dit, non, si je fais ça, cette photo risque d'être, de traîner partout. Et je vais écrire un bouquin sur toutes les parties du corps, sur les miennes et celles des femmes. Et, et comme je l'ai fait éditer chez Ballant, euh, eh bien, ce monsieur, il a fait faillite le jour où mon livre est sorti. D'accord. Voilà. C'était irrésistible. Non, c'était cru et nu. Cru et Oui, nu. oui, Parce que irrésistible en c'est 2022 ça, aussi. absolument. Cru et nu. Le livre, donc le livre maintenant, il est chez les bouquinistes. Et il n'est pas sorti, il n'est pas sorti, quoi. Il est pas, il a fait faillite, il a fait faillite. Le bouquin existe, mais il n'a pas eu, il n'a pas été, voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas rester là. Donc, j'ai fait l'adaptation théâtrale. Et c'est comme ça que j'ai fait l'adaptation théâtrale où je parlais de Magnifique. mes cheveux. C'était drôle. C'était très très drôle. Ouais, c'était J'ai drôle. beaucoup aimé. Alors justement, on parle de côté littérature. Le bruit du cœur chez Kalman Levy, votre premier roman, enfin votre dernier roman. Vous avez aussi Grâce, les combats jusqu'à Jacqueline Sauvage, des éditions Plomb. Le parcours d'une femme, une amitié toxique entre Marie et Camille, intrusive entre résilience et espoir. C'est encore le combat d'une femme, toujours. Oui, oui, bah oui, parce que quand j'ai écrit Les bruits du cœur, je me suis dit, bah, si c'est adapté au cinéma, tout ça, bah, au moins ça fera un rôle pour une copine. Voilà. Mais vous vous expliquez bien dans le livre justement une amitié toxique entre ces deux, Oui, j'ai Marie et trouvé ça Camille. Très intéressant. intéressant. J'ai trouvé ça intéressant au Parce lieu de qu'on, dire ah c'est mon ami. Dans une version précédente, elles étaient mais comme ça, vraiment très très proches, très liées et tout. Et je me suis dit c'est pas intéressant, c'est mou quoi. Donc voilà, je me suis dit il peut y avoir aussi manipulation dans tout à fait. l'amitié. C'est ce que j'ai compris parce que quand j'ai lu le livre, je me suis mis aussi en me disant tiens, on pourrait mettre deux garçons ou un garçon, une femme, ou voilà. Et en fait, on a tous, je pense, avoir vécu une amitié toxique. Et on se rend compte, en fait, au dernier moment, des fois, Oui, ou en plein dedans, mais souvent, c'est le dernier oui. moment. Après, en vieillissant, on se dit non, ça Et c'est bon. c'est fou quand même le pouvoir. On est très fragile à la tentation du pouvoir quand même, parce que il y a tout, L'amour rend fou, oui, l'amour, l'amitié, dans le travail, dans Ouf, voilà, dès qu'il y a du pouvoir, il y a c'est ça. manipulation, il y a voilà. Bon. Il y en a un qui commence, et puis après, si on se dit pas stop à Voilà, la voilà. violence verbale, Oui, violence de geste, ou quoi, il faut se battre tout le temps. Des projets d'écriture d'un nouveau roman, Eva? oui, bah, c'est-à-dire que j'ai des projets d'écriture bah, encore pour les femmes, pour parler de quelque chose de terrible, qui est le désenfantement. Le désenfantement, c'est quand la justice enlève les enfants à la maman parce qu'elle a dénoncé le père incestueux. Voilà. D'accord. Et ça, c'est... Donc ça, c'est le prochain roman. Ouais, ouais, je crois. Donc là, quand c'est comme ça, vous partez
dans les campagnes? On reste à Paris, on bouge À on Paris, s'isole? à Paris, c'est compliqué. Oui, À Paris, c'est compliqué parce que il y a la tentation des copains, du théâtre tout le temps, tous les soirs. J'ai vu des pièces magnifiques. Oh là là, il y a des pièces formidables en ce moment. Et voilà, donc ouais, je vais peut-être partir m'isoler ça fait du bien. En Normandie? en En Normandie. Normandie. Qu'est-ce qu'elle est belle, la Normandie. Oui. Alors, on rappelle le côté littéraire. Vous avez exactement Christine Lebel qui a en quête de succès de la gare abandonnée, édition au Pays Révélation. Des détectives invités à donner des concerts en Touraine ne vont pas être au bout de leur surprise. Une gare abandonnée, un train fantôme, des vols, des tableaux. Mais que se passe-t-il autour de ce magnifique château de Chenonceau? Je vous laisse découvrir la suite justement avec Christine Lebel dans les enquêtes du succès de la gare abandonnée. Jean-Paul Croiset, Vélib, édition Ovadia. Alors, première soirée de pluie après l'été indien qui provoque des embouteillages monstres à Paris, des multiples risques de renverse et un des cyclistes circule sans aucune précaution. Mais lorsque la victime de l'un de ces accidents est fragile, jeune femme, cela, enfin, en tout cas, allez-y, vous allez voir, ça pédale dur. Voilà. Nous allons Séverine Dalla. Alors, c'est une femme que j'aime beaucoup qui écrit pour les tout petits enfants, Mon tout petit monde. C'est une belle histoire. Court petit hérisson aux éditions Pomme Verte, Verte Pomme pour les enfants. C'est instructif et ça fait passer des beaux messages. Et après, nous avons Carole Duplay-Rousset, À nos rêves perdus, son dernier roman paru par la Presse de la Cité. Carole Duplay-Rousset, exactement, est la directrice de la SADN, la Société des artistes, des auteurs normands. Ça commence à Castelbouc. Jean et Laetitia Séverat se sont construits une belle vie et ça force d'oublier les circonstances tragiques qui ont marqué leur rencontre avec la guerre d'Algérie. Allez-y, c'est un très beau témoignage, un très beau roman. Merci beaucoup. On va écouter justement côté actualité l'actu du cinéma de la semaine. Écoutons Marian pour les derniers films à l'affiche de ce mercredi. Demain au ciné, on retrouve un film plein d'émotions où l'on retrace la vie d'Amy Winehouse. On y découvre sa vie d'artiste mais aussi sa vie privée. Inspiré par son amour avec Blake Fielder-Seville, ce film va vous faire rire, pleurer et même passer par des émotions magiques. Back to Black à retrouver dès demain dans vos salles obscures. Mais ce n'est pas le seul film que je vous conseille d'aller voir. En effet, demain sort également une comédie française, N'avoue jamais, d'Ivan Calberac, avec André Dussolier, Sabine Azéma et Thierry Lhermitte. Ici, nous retrouvons Marius et sa femme Annie, qui après 50 ans de mariage vont avoir une vie qui va basculer, et pas qu'un peu. En effet, Marius apprend que sa femme l'a trompé 40 ans plus tôt. Alors Marius va donc la quitter, forcément, mais aussi retrouver Boris, l'ancien amant d'Annie, pour lui casser la gueule. Bon, vu l'âge, ça va être un petit peu compliqué que prévu. Film à retrouver dès demain au cinéma. Merci Marian. Et je sais malheureusement, d'habitude j'ai Marian, mon chroniqueur, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais on t'embrasse et merci pour ce côté cinéma, le côté théâtre. Tu vas au théâtre bien sûr. Ah oui, 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 j'ai vu des choses De tout. magnifiques. De tout, j'ai vu de tout. J'ai vu à Paris-Villette un spectacle absolument incroyable de Alexandra Sismondi, où tout d'un coup, c'est une très jeune autrice et actrice, et qui a fait quelque chose qui ressemble un peu à Ubu Roi. Enfin, puis à un moment de la salle, on les a pas vus. Il y a le feu sur scène, et de la salle arrivent 40 pompiers qui se mettent sur scène et tout ça. C'est un truc de dingue. C'est les dieux du stade, ça. Oui, c'est ça, oui, oui. Mais ils sont beaux en plus de ça, En ils se mettent plus, comme ça. alors nous irons les voir. Oui. Révélation avec Véronique Jeunesse et Édouard Collin, magnifique pièce de théâtre. Vous avez aussi Qu'on en finisse, un concert d'adieu. Alors là, c'est formidable, c'est avec Flenant Aubé que j'aime beaucoup, que j'embrasse, qui a justement mis en scène Les Carolines avec Caroline Loeb et Caroline Montier, Les Enfants du Paradis. Allez voir, sortez, le théâtre, ça nous divertit, ça nous donne du bonheur. Allez, Eva, on continue. C'est la dernière ligne droite. Eva, vous connaissez le questionnaire de Proust? Le quoi? Le questionnaire de Proust. Oh là là, oui, alors bon, je vais pas être très... Bon, vas-y. Le principal trait de votre caractère. Non, pas être d'accord.
Pas être d'accord, borné. La qualité que vous préférez chez une femme? L'indépendance, probablement. Fait bien. Oui, Chez un homme? la gentillesse, Ah oui, ça serait bien, hein. ce serait bien. Du vrai amour, De la vraie la gentillesse. vraie gentillesse. Parce que la gentillesse, ça implique l'écoute, l'empathie, voilà. Hmm. Ah, mon principal défaut, c'est l'empathie. L'empathie. Ce que vous appréciez chez vos amis? J'allais dire déjà qu'ils existent. Euh, La fidélité. Votre principal défaut? Ah non, mais d'abord, j'en ai pas. Les principaux défauts, c'est fragilité. Fragilité. Oui, je dirais. Votre occupation préférée? Euh, Il y en a plusieurs, hein, quand même. Il y en a C'est plusieurs. entre écrire, jouer. C'est d'être sur scène. Ouais, Ça vous manque? quand même. Bah, j'ai joué la dernière fois, c'était en décembre. Donc, Voilà. Mais si est-ce vous que pouviez ça jouer me tous les manque? jours, ça serait génial. Oui et non, oui et non, oui, 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 oui. Mais il faut varier les plaisirs, c'est-à-dire Oui. que jouer, c'est génial, écrire, c'est génial, ne rien faire, c'est génial. Faire du jardin, c'est génial. C'est génial. Voilà. Et vous promener avec votre chien. Ah oui, Maxime. Ça, c'est... Voilà. En plus, vous connaissez Brigitte Bardot, donc tout ce qui est la fondation, pour vous, ça vous touche. Oui, ça me touche, même si je me suis fait allumer sur les réseaux parce que je trouvais qu'elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans sa vie et que je la remerciais pour ça. Et donc, je me suis fait évidemment dézinguer en disant qu'elle était raciste, comment je pouvais dire des choses pareilles, etc. Je ne sais pas, je ne parle pas de ça. Oui, c'est étrange. C'est étrange. Mais je parle que des animaux et les animaux, elle a... Ah oui, mais c'est le réseau. On part d'un côté, on part de l'autre. Tout le monde se mélange et on ne comprend pas le sujet. C'est ça. Je parlais On juste déplace des le problème. animaux. Hein. Voilà, on parlait juste Voilà. des animaux. Merci Je parlais Brigitte d'avoir juste- tout oui. donné. Voilà. Merci Brigitte d'avoir fait ça toute seule. Vous auriez aimé tourner avec Brigitte Bardot? Non, je crois pas. Non. Parce que trop belle. Trop belle. Et je me serais sentie minable à côté. Mais vous n'êtes pas minable, Eva. Non, mais je me serais sentie minable. Trop belle. Enfin, quand même, une taille. J'ai jamais vu une taille comme ça. Elle était comme ça, sa taille. Avant de revenir sur le questionnaire de réponse, avec l'actrice que vous auriez voulu tourner aussi? Oh, probablement Vanessa Redgrave. Hmm. Ah, je l'adore. Je l'adore, Vanessa Redgrave. Est-ce qu'elle peut tout faire? Je ne sais pas. Ce que j'aime chez les acteurs, chez les actrices, ce que j'aime, c'est les cassures de ton, c'est changer d'humeur dans la même phrase et parfois dans un mot. C'est passer d'une humeur à l'autre, c'est casser tout le temps. Voilà, ça, j'adore ça. Les ruptures, savoir faire les ruptures, c'est pas tous les acteurs. Il y a des acteurs qui savent faire, des acteurs qui peuvent pas faire. Je sais Avoir pas, une diversité de rôles. d'interprétation, oui. d'humeur même dans la phrase. Si vous voulez, je peux vous dire Caroline Loeb, Caroline Montier. Voilà, C'est une rupture. tout Ça à fait. s'appelle une rupture. Oui, oui. Donc les gens qui fassent ça, j'adore ça. J'ai vu récemment le spectacle de Christine Murillo qui se donne à la Scala. Christine Murillo qui joue Pauline Carton. Oui. Pauline et Carton. Elle est éblouissante. Elle fait des ruptures incroyables. Elle est C'est une showman, je trouve. Elle est C'est une showman. merveilleuse. Elle a 4 Molières. Hein. Oui, entre Et à mon parenthèses. avis, voilà, c'est la seule. Hein. Allez, votre fleur préférée? Pivoine. La pivoine. On dirait Sur- des danseuses. En plus, là, c'est bientôt. Oui, c'est la C'est saison. bientôt. Oui, oui. Et justement, c'est la fleur préférée aussi de Brigitte Bardot. Ah oui. Votre auteur préféré? Mon auteur de quoi j'aime bien le maître, j'aime bien Dubois. Oui. Garcia Marquez.
Voilà. Votre poète. Non, je connais pas la poésie. Non. Oh, sûrement René Char. Oui. Tout ce que j'ai lu de lui, c'est vraiment, vraiment bien intéressant, mais je ne peux pas prendre un bouquin de poésie puis me mettre près de la cheminée. La poésie vous apaise. Votre peinture favori? Euh, alors, Hopper, que j'aime beaucoup, Oui, magnifique. que j'aime beaucoup, tout en le détestant parce que il n'y a aucune... les gens, les, les gens n'ont pas de lien entre eux. Ils se regardent pas, ils se touchent pas, ils sont... Oui, il n'y a pas de... c'est glacial. Oui, Et ça me plaît beaucoup. c'est glacial à la fois, mais ça... Mais j'aime bien la facture. J'aime bien ça. C'est 1930 peut-être. 1900, oui. Et alors, votre chanteur ou musicien préféré? Ancien ou nouveau, hein? C'est vous qui voyez. Oh, il m'embête. Fallait me demander ça. Fallait que je travaille avant. Fallait que j'écrive. Justement, c'est ça. Le musicien préféré? Oui. Je sais pas. Chanteur? Chanteur ou chanteuse? Chanteur, chanteuse. Si, il y a bien sûr. Bien sûr, il y a Amy Winehouse, il y a Janis Joplin, il y a des. Voilà, quand ça vient Cœur. du ventre même. Ouais. Organique. Votre couleur préférée? Le noir. Je trouve ça tellement beau, le noir. C'est Je classe. suis en deuil tout le temps. J'adore ça. J'aime le noir. Le noir est une couleur. Et le noir, Comme- ça va avec tout. Ça va avec tout. C'est comme le bleu marine chic. Disais-je avec un ami camerounais. Ne Et vous t'inquiète avez- pas, le noir, ça va avec tout. J'adore l'humour. Votre mot préféré? Oh putain, Je alors. pense. J'adore. Votre mot préféré? Je le dis souvent. Hein. C'est vrai. Oui, mais j'ai l'impression que tout le monde, ça correspond à oh là là. Ah, pour moi, non. Pour les gens, peut-être. Pas tout le monde. Non, en tant qu'exclamation. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Bah, quand même, ça se dit. Vous voyez pas un film sans que ce soit dit au moins une vingtaine de fois, quoi. À la télé, les machins, tout ça, c'est une interjection, c'est devenu une interjection. Et le mot que vous détestez? Pas tant. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir ou que vous avez? Le don de la nature, être sûr de soi. Être sûr de soi. Et une autre vie. Si Dieu, Existait. existait, et si il vous attendait ou que vous le voyez devant vous, qu'est-ce que vous voudriez qu'il vous dise? Oui, mais c'est une question refusée, ça. C'est refusé? Oui, c'est refusé parce que vous supposez quelque chose qui m'est totalement étranger. Je suis non seulement athée, mais je suis agnostique, je suis tout ce que vous voulez. Mais je respecte, justement. donc, Mais je me doutais. voilà. Ouais. C'est parce que c'est vrai que c'est important de justement de savoir qu'on peut être athée ou être ou pas être et de dire non, j'ai pas envie qu'il me laissez-moi tranquille. Oui. Mais je ne sais pas si on est plus nombreux que C'est les par croyants. rapport à ça correspond à la question par rapport justement avec mourir en dignité. Je ne sais pas si on est plus nombreux que les croyants, mais on nous fout jamais la paix. Là, on m'a proposé d'être marraine de blessés de guerre. J'ai dit oui, mais oui, bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Bah, il faut dire une prière, mais c'est une prière universelle. Oui, mais même universelle, je veux pas. Je veux pas. Je ne crois en rien. Et ce sont des contes et c'est une façon de. Oui, c'est l'opium du peuple. Oui, bien sûr. C'est avoir la main mise sur quelqu'un en lui disant ça, ça existe, ça c'est interdit. Comment sont traitées les femmes dans les religions? Bah. Si Dieu existe, mais va te faire voir, va te rhabiller, va. La question a compris. Le bonheur, c'est quoi pour vous? Ça sera ma dernière question, Eva. Le bonheur, c'est quoi? C'est de partager. C'est où Il y a pas.
Je crois pas que ça, je crois pas que ça existe, le bonheur. La tranquillité existe, la paix, l'apaisement, les instants Présent. très agréables, Mmh. oui. Le bonheur est un mot que je trouve, je sais pas, c'est une invention. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Oui, très bien. Disons qu'avant, nous étions un monde en paix. Est-ce qu'on est heureux dans un monde en paix? Non, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est bien qu'il y ait toujours quelque chose qui ne va pas parce que on va essayer de l'améliorer. On va se mettre en route pour essayer de changer ça et de le transformer en bonne chose. Et une fois que ce sera transformé en bonne chose, donc, et puis on va trouver encore autre chose. C'est important de lutter, c'est important de ne pas être d'accord, c'est important de se mettre en chemin, c'est important de se remettre en question, c'est important de s'engager, c'est important. Parce que moi, j'aime beaucoup qu'on me dise merci beaucoup pour votre engagement. C'est gentil, mais engagez-vous, vous. Oui, que tout le monde s'engage. Oui, et vous, qu'est-ce que vous faites? Moche. Alors, en partant, on va dire, ben voilà, c'est une personne qui est partie, qui a fait rien dans sa vie. Non. Tout le monde a Non, fait. Normalement, tout le non, monde a non, fait. bah non, non, tout Plus le ou monde moins. ne le fait pas. Non, non, tout le monde ne le fait pas. La preuve, non, non, non. Alors, je vais décomposer le mot. Dans le bonheur, il y a du bon. Et on est à l'heure. Ah oui, mais bien sûr, mais je n'ai pas réagi, mais pardon. Le bonheur pour moi, c'est quoi? C'est toi. Merci, moi aussi. Merci Eva, merci beaucoup. Merci Eva Darlan d'être venue sur ce plateau. Merci à Marian Gonzalez, au directeur de la radio Armada, à Vianney à la régie. Merci chers auditeurs. Prenez soin de vous. On se retrouve le 30 avril à mes côtés, Laurent De Gaulle. Bonne soirée, plein de bonheur. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup.